Bonjour à tous, je suis content de vous accueillir de nouveau dans ce webinaire sur l'évolution du travail. Alors vous allez le voir en replay après la séance en live direct qui a eu lieu donc le 24 novembre. Alors le temps que nous allons passer ensemble se découpe en trois grandes parties. Dans une première, je vais commenter, je vais vous proposer une réflexion, mes arguments sur l'évolution du travail, notamment liés à la digitalisation, mais pas que, en défendant le trouver. Puis, je vous présenterai les groupes de travail qu'on a lancés sur LinkedIn. Alors, vous étiez 1000 inscrits en direct, 500 ont participé au live et on se retrouve dès à présent déjà pratiquement 200 personnes inscrites dans les groupes de travail. J'y reviendrai. Je commence par vous présenter des arguments, des idées sur l'évolution du travail. Je vous demande une petite seconde. Je charge mon PowerPoint, car il va nous aider. Vous allez voir, ça va être plus simple que de le suivre de cette façon-là. Voilà donc, vous avez le titre et vous avez donc la présentation. La digitalisation, épisode 2, retour au travail réel. Ceux qui me font l'amitié de suivre mes travaux savent bien ce que je veux dire par travail réel, c'est-à-dire à la réalité du travail. Après un épisode 1 de la digitalisation où on était un petit peu, je dirais, un peu dans le fantasme de la transformation du monde, là on revient au concret et au travail. Alors je voudrais donc changer avec vous quelques idées sur l'évolution du travail. Auparavant, si vous voulez bien, on va commencer par rappeler une définition et rappeler ce que signifie que de travailler. Quand on travaille, il y a deux grands espaces de travail. Le premier, c'est l'espace, on va dire, non professionnel. L'espace domestique, le travail domestique, hein, à la maison, élever les enfants, éduquer, le bricoler, travail domestique important. Travail associatif, c'est à peu près l'équivalent d'un tiers du PIB. Ce sont des actions, des activités importantes pour le monde de la santé, pour le monde de l'éducation, pour le monde de la culture, pour les secteurs du bien-être, voilà, du sport bien sûr. Donc un gros travail, une grosse activité de travail dans le monde associatif. Le travail collaboratif, c'est le travail qui nous permet de nous associer autour d'un projet et de collaborer de manière non professionnelle, par exemple pour travailler dans une copropriété ou pour monter une fête de village, une fête de quartier. Et enfin, le travail du client, un travail qu'on oublie trop souvent. Désormais, pour consommer, nous sommes obligés de travailler afin d'acquérir les objets de consommation. L'exemple canonique étant celui de le station-service, où il y a encore 50 ans, un pompiste ouvrait d'ailleurs le réservoir, remplissait d'essence, demandait combien, voilà, encaissait, voilà, et on pouvait ne pas sortir de sa voiture, et donc un service nous était rendu par un professionnel. Aujourd'hui, nous avons internalisé complètement ce travail et c'est nous-mêmes qui sortons de la voiture, payons, mettons notre carte bleue, remplissons notre réservoir et éventuellement nous essuons les mains après. Il n'y a plus de professionnels et c'est nous qui exerçons ce travail. Et si on y réfléchit, il y a beaucoup d'activités de consommation qui ne peuvent être réalisées que parce que nous leur associons des activités de travail, montage de meubles en kit et mille choses qu'il faut aller chercher, travailler, définir sur Internet avant de pouvoir les consommer. Voilà, donc tout ça, c'est le travail non professionnel dans la sphère dite privée. Et puis, le travail, c'est aussi, bien sûr, du travail professionnel. Cette sphère privée crée de la richesse invisible, mais bien sûr, le travail professionnel crée de la richesse économique visible. C'est celle qui nous permet de calculer le PIB, par exemple, le produit intérieur brut, ne prend en considération que la partie ici en jaune et voilà, clair et foncé, c'est-à-dire que le travail professionnel. Toute la partie qui est en gris n'est pas comptabilisée dans le produit intérieur brut et pourtant c'est du travail. Alors du côté du travail professionnel, c'est bien connu, hein, deux grandes catégories. Le salariat, massivement, 88% des activités de travail professionnel sont réalisées
sous forme de contrat de travail salarié et 12% sous forme de travail indépendant. Voilà donc pour nous rappeler, avant de réfléchir sur l'évolution du travail, que si on raisonne que sur cette partie, voyez, que sur le travail professionnel, on rate une partie de l'histoire, puisque une large part de nos activités, des réseaux que l'on produit, des compétences que l'on crée, que l'on partage, se réalisent dans la sphère du travail non professionnel. Et que si vous êtes ici du côté de l'entreprise, donc travail professionnel, bah, vous avez intérêt à aussi tenir compte de ce qui se passe pour les collaborateurs dans cette sphère importante de travail non professionnel. Voilà mon point de départ, à partir duquel nous essayons de réfléchir. Donc cette différence qu'il y a entre le travail tel qu'il est vu dans l'entreprise et le travail tel qu'il est compris par les collaborateurs et qui est donc bien plus large que ce qui est vu dans l'entreprise. Donc vu dans l'entreprise ici et vu par le collaborateur ici. Donc à partir de cet état de fait, qui n'est pas propre à notre époque, posons-nous la question, comment le travail a évolué ces derniers temps, on va dire sur ces dernières décennies. Première cause d'évolution forte du travail, je vais aller vite sur un sujet déjà beaucoup étudié, la financiarisation de l'économie a transformé les conditions du travail. Alors ici, je distingue les conditions de travail, donc la qualité, la santé, voilà, au travail, des conditions du travail, c'est-à-dire de la façon dont on perçoit le travail. Qu'est-ce qui a marqué fortement la façon de concevoir, de penser le travail du fait de la financiarisation? Classiquement, en économie, en ergologie, en ergonomie, on distingue deux dimensions du travail collectif. Le travail collectif proprement dit, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble, et le collectif de travail, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs qui permettent de faire ressource pour son travail. Donc, le travail collectif, c'est le travail qui, au terme d'activités communes permettant de réaliser un objectif. Vous voyez, donc ces personnes en réunion, et sûrement un objectif, on peut imaginer, et elles vont travailler ensemble pendant un certain temps, donc c'est bien un travail collectif. En revanche, le collectif de travail, c'est l'ensemble des collaborateurs, vous voyez, dans mon image, c'est un restaurant, je crois, un restaurant d'entreprise, qui peuvent faire ressource dans les activités de travail des autres, soit parce que c'est du travail collectif, mais aussi dans le travail autonome. Mon travail autonome est d'autant plus possible que je sais que je peux puiser des ressources dans un collectif de travail qui va me soutenir, qui va m'aider si nécessaire, qui va construire autour de moi l'atmosphère d'encouragement, de bienveillance, de sens, qui permet de donner tout son contenu à mon travail individuel. Donc tout travail individuel se repère dans un collectif de travail qui lui donne donc son sens. Qu'est-ce que excusez-moi, oui, on va appeler collaboration le travail le collectif, le travail ensemble, et en revanche, le collectif de travail construit de la solidarité. Je collabore dans mon image dans le cadre d'une réunion, mais je suis solidaire de collègues dans le cadre ici d'une activité plus ludique, en l'occurrence de restauration d'entreprise. Et c'est à ce moment-là que je peux évaluer la solidarité ou l'absence de solidarité entre nous, c'est-à-dire la qualité, la force ou au contraire la faiblesse du collectif de travail. Mais retenons bien qu'il faut les deux, c'est pas un contre l'autre, il faut les deux, ils sont complémentaires. Bien sûr que quand on travaille ensemble, on participe au collectif de travail, bien sûr que le collectif de travail permet de développer le travail collectif, bien entendu, reste que ce sont des dimensions voilà, qu'il faut entendre pour elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que la financiarisation a pu changer du travail, des conditions du travail, et en particulier de cette relation entre le collectif de travail et le travail collectif?
la financiarisation de l'entreprise, je le rappelle, ça a conduit à multiplier les ratios, les normes, les évaluations comptables et à transformer l'entreprise en une sorte d'énorme tableur où finalement le travail est réduit à son résultat et ce résultat est lui-même réduit essentiellement à un résultat financier. Voilà ce qu'a produit, à grands coups de pinceau, ce qu'a produit la financiarisation depuis une trentaine d'années dans les entreprises. On a transformé des espaces de travail en espaces de production d'informations relativement homogènes pour pouvoir être comparés avec d'autres entreprises, par les marchés, par les banquiers, par les financiers. Et donc, on a homogénéisé le travail, et ce qui a transformé, bien sûr, les conditions du travail. Dans quel sens ça a été transformé? La financiarisation, ça a conduit, on le sait, à accentuer la performance, à mettre beaucoup l'accent dans les entreprises sur la performance individuelle. Donc, la prime individuelle, bien sûr, mais pas que ça. La progression individuelle, la disparition des indices au profit d'une rémunération au plus près du travail de chaque salarié, de chaque collaborateur. Performance individualisée. Deuxième conséquence, le travail subjectif a été centré sur une élite, les fameux hauts potentiels, les talents, même l'expérience collaborateur, c'est essentiellement une expérience collaborateur pour les meilleurs, pour les ressources rares, comme on dit. Bon, on peut discuter longuement, et ce serait important, de la réelle rareté et importance de ces élites. Quoi qu'il en soit, force est de constater que depuis une trentaine d'années, et très fortement ces 15 dernières années, les ressources humaines sont très fortement centrées sur un travail subjectif, mais très centré sur un type de collaborateur plutôt haut de gamme, élite. Et enfin, la financiarisation a conduit les entreprises à surinvestir dans la collaboration. Parce que là, il ne faut pas se tromper. On ne peut pas dire qu'avec la financiarisation, il y a une forte individualisation, vous voyez, il y a une forte, voilà, c'est très subjectif sur les élites, et qu'il y a un délitement du collectif. C'est pas vrai, il n'y a pas un délitement du collectif en général, il y a beaucoup de travail collectif, énormément de réunions, énormément de projets communs, énormément d'outils de gestion pour faire en sorte qu'on travaille ensemble. On a même surinvesti dans la collaboration. Mais ce faisant, la conséquence de ces trois dimensions, c'est qu'on a très fortement développé le travail collectif, mais on a affaibli le collectif de travail. En clair, l'entreprise financiarisée est une entreprise où on travaille ensemble parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a des performances à atteindre, parce qu'il y a des objectifs, et que ces objectifs sont aussi fortement individualisés, mais pas une entreprise qui se pense comme un espace collectif dans lequel on est bien ensemble ou suffisamment bien ensemble pour trouver des ressources, encore une fois, pour des ressources qui peuvent être des ressources de compétences, mais aussi des ressources affectives, des ressources de soutien, qui permettent donc aux collaborateurs de pouvoir assurer leur travail. Donc on a beaucoup insisté sur le travail collectif, mais on a affaibli le collectif de travail. Voilà ce que je crois être une condition importante, une conséquence importante de la financiarisation. Alors vous pourriez me dire, mais bon, et alors? Voilà, c'est comme ça, et pourquoi pas? Ça peut être une évolution intéressante de l'entreprise. Sauf que, en stratégie, il est courant d'admettre que le collectif de travail, c'est un élément de la performance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui caractérise une entreprise. Si vous voulez, le travail, il peut toujours être imité. Les process de travail, les procédures sont toujours imités. En revanche, le collectif de travail est propre à chaque entreprise. Et donc, cette ressource est très caractéristique et unique pour chaque entreprise. Et donc, c'est un avantage concurrentiel. Si le collectif du travail est puissant, les collaborateurs peuvent trouver dans ce collectif des ressources de soutien, mais aussi d'innovation, mais aussi de travail collectif. Oui. Ils peuvent trouver ces ressources, et donc c'est un avantage concurrentiel pour les entreprises. Les grandes sociétés qui réussissent bien sont souvent associées à des collectifs de travail très forts, ce qu'on appelle la culture de l'entreprise très forte, ou une façon de travailler ensemble qui donne envie et qui dégage de l'énergie. Voilà donc ce que je crois pouvoir conclure de la période de financiarisation. Regardons à présent ce qui s'est passé du côté de la digitalisation, enfin du fait de la digitalisation
des conditions et des situations de l'économie, de manière générale, de la société même, et donc des conséquences sur les conditions du travail. Alors on revient à un petit schéma initial, vous vous souvenez, avec les différentes formes de travail. Depuis le domestique, cette partie grise qui est la partie privée, et jusqu'à la partie blanche, là, qui est la partie professionnelle. La digitalisation s'est inscrite dans l'espace professionnel et a une conséquence bien connue sur les entreprises, sur laquelle je ne vais pas m'apesantir. Digitalisation, c'est numérisation, mais c'est aussi tous les réseaux, y compris d'entreprise, la robotisation, toute la transformation numérique. Elle a conduit les entreprises à transformer leurs process, voilà, et de manière plus générale, à introduire des plateformes pour lier ensemble les collaborateurs. Ça nous renvoie des héros collectifs. Ce sont des plateformes techniques qui ont pris le pas sur les collectifs de travail. Et grâce à la digitalisation, on s'est dit, grâce à nos systèmes d'information, nous pouvons travailler ensemble, on le verra même à distance, mais en fait, on peut vraiment collaborer. Certes, on peut collaborer, mais va se poser une question sur les collectifs de travail. Quoi qu'il en soit, ce qui m'importe à ce moment-là, c'est de bien rappeler que la digitalisation a transformé les entreprises et les processus de production dans l'entreprise. Ça, on le sait. Mais il importe aussi de rappeler que la digitalisation a transformé fortement le travail non professionnel. Parce que les outils que nous utilisons, comme un téléphone portable, comme un ordinateur portable que j'ai sous les yeux, ces outils, on peut les utiliser sur les lieux de travail, mais on les utilise aussi chez soi, y compris pour travailler sur ses propres activités. Ce sont les mêmes outils. Donc on utilise le même moyen de production dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Ce qui veut dire que la digitalisation a fortement accéléré, facilité certaines formes de travaux dans le monde, dans l'espace non professionnel, et en particulier le travail collaboratif. C'est l'explosion de tous ces réseaux collaboratifs sur Internet. Alors, dont le plus célèbre, c'est Wikipédia. Je vous rappelle, Wikipédia, ce sont des centaines de milliers de collaborateurs qui participent gratuitement à l'élaboration de la plus grande encyclopédie de l'histoire de tous les temps. Et cette encyclopédie, elle n'a que maintenant 2004, vous voyez, donc 16 ans. En 16 ans, on a dépassé tout ce que l'humanité a pu accumuler de savoir, de mise en scène du savoir, et tout ça par du travail gratuit, collaboratif, en dehors de l'espace professionnel. Donc, l'exemple est archétypal, mais il y a des tas de réseaux, de collaboratifs, donc de plateformes qui permettent à ce travail de l'économie invisible de réaliser, vous voyez, je l'ai noté dans cette espèce de sphère blanche, qui permet de créer de la richesse économique. Wikipédia, c'est la richesse économique, même si c'est gratuit, c'est la richesse économique. D'ailleurs, ça fait exploser le secteur de l'édition d'encyclopédie. C'est bien que ça détruit de la richesse ailleurs pour en créer là. Donc, vous voyez, la conséquence de la digitalisation, ça a été de booster, si je peux prendre cette expression, de dynamiser une partie du travail, notamment collaboratif, mais aussi du travail du client, qui est permis, facilité par les mêmes plateformes que utilisent les entreprises, mais qui sont utilisées dans le monde non professionnel. Voilà les conséquences très importantes de la digitalisation. C'est que l'espace de l'entreprise, c'est, excusez-moi, l'espace de la création de richesses économiques s'est élargi au-delà de l'entreprise. Et que l'entreprise peut entrer en concurrence avec ses propres collaborateurs qui travaillent dans leur espace privé sur des projets qui peuvent être très proches de ceux de l'entreprise. J'ai l'exemple sur lequel j'avais travaillé moi-même d'une entreprise de service aux clients qui se rendait compte qu'une partie des informations que ses collaborateurs devaient donner aux clients se retrouvaient sur Internet. En faisant l'enquête, ils découvrent que ce sont leurs propres collaborateurs qui donnent des informations aux clients dans l'espace privé, sur Internet, vous savez, dans les chats, sur les blogs. Et quand on pose la question pourquoi ces collaborateurs, ils disent non, comme on n'a pas le temps de le faire dans l'entreprise et qu'on aime le travail bien fait, on le fait dans l'espace privé. C'est-à-dire qu'ils continuent leur travail dans l'espace privé et ce travail échappait à l'entreprise.
Alors, vous voyez, ça ouvre des perspectives assez considérables pour reconsidérer le travail, d'autant plus que aujourd'hui, comme l'entreprise est concurrencée par ce travail non professionnel en dehors de l'espace de l'entreprise, elle a tendance à vouloir le récupérer. C'est toute la logique des big data, ça. Le big data, c'est quoi? C'est de faire faire à des clients une partie du travail qui serait beaucoup trop coûteux à faire dans l'entreprise, c'est-à-dire rentrer des données. C'est extrêmement coûteux. Ce sont les consommateurs qui réalisent ce travail, et on essaie de récupérer, d'aspirer les informations qu'il entre sur les bases de données. Et ce big data, en espérant, peut-être avec beaucoup de naïveté, que ce big data, il va servir à créer de la richesse du côté professionnel, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a tout un enjeu autour de la récupération de ce travail hors entreprise, et c'est bien que ce travail, il est concurrentiel du travail d'entreprise, en tout cas qu'il est utile au travail d'entreprise. Donc voilà ce que je voulais dire sur la petite digitalisation. Quid du collectif de travail, dont on parlait précédemment? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, les plateformes ont eu tendance, et donc la digitalisation a eu tendance à accélérer cet affaiblissement des collectifs de travail que j'expliquais dans le premier temps, affaiblissement dû à la financiarisation, certes, mais dû aussi à la digitalisation, parce que l'entreprise a beaucoup imaginé, a beaucoup souvent pensé que les plateformes techniques pouvaient remplacer les espaces de collectifs traditionnels, physiques, l'ambiance, etc. Donc on a inventé d'ailleurs plein d'outils comme ça pour essayer de faire entrer en relation les personnes, y compris dans des intérêts privés, vous voyez, donc plein d'applications comme ça pour aider. Certes, c'est tout à fait possible. Et c'est même utile, sans doute. Mais c'est bien, ça montre bien qu'il y a un sujet autour du collectif de travail que les plateformes ont eu tendance à plutôt affaiblir, encore une fois. Voilà donc ce qu'on peut dire de l'impact de la digitalisation sur les conditions du travail. Alors maintenant, si je fais la synthèse des deux et que je me pose la question, quelle est l'actualité des organisations? Je vais répondre, c'est donc la thèse que je voudrais défendre devant vous, hein, c'est l'actualité, c'est de recréer la solidarité naturelle, ce que j'appelle la solidarité naturelle, c'est-à-dire des espaces plus solides, du travail plus solide, des espaces plus solides permettant le collectif de travail. Alors, il est certain que la crise sanitaire que nous venons de traverser a particulièrement mis en évidence ce dont je vous parle ici. On a vu que les entreprises qui ont bien résisté à la crise sanitaire, qui ont bien su rebondir, sont celles qui avaient des collectifs de travail très forts. Les personnes se sont mises tout de suite en activité quand il fallait le faire. Elles se sont mises tout de suite à trouver des solutions. Et surtout, elles ont eu, c'est dans ces entreprises, qu'on trouve le plus de collaborateurs qui ont envie de retrouver le chemin du travail en présentiel. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont là un collectif de travail dans lequel ils peuvent puiser et que ce collectif leur manque. Et au contraire, les entreprises pour lesquelles le collectif de travail était faible sont celles pour lesquelles on voit les collaborateurs traîner les pieds pour revenir. Mais ce n'est pas étonnant. Ils considèrent que les plateformes suffisent pour être en relation et pour collaborer. Il n'y a pas besoin de collectif de travail. Bon. Et on a vu que les entreprises qui ont été les plus résilientes pendant la période sanitaire, de crise sanitaire, sont celles qui avaient un fort collectif de travail, qui ont pu facilement rebondir. Donc, la crise sanitaire n'a rien révolutionné. Elle a juste, me semble-t-il, permis d'affirmer avec encore plus de certitude que le sujet pour les entreprises, c'est l'affaiblissement du collectif de travail et donc leur propre affaiblissement face à des tensions, des crises qui peuvent survenir, puisque je rappelle que le collectif de travail, c'est ce qui permet d'assurer les ressources pour les collaborateurs. Alors, cette crise sanitaire, ça nous a conduit à travailler, on le sait, assez massivement, je ne dirais pas en télétravail, mais en travail chez soi en mode dégradé. C'est ça qu'on a vécu. En fait, on n'a pas vraiment vécu du télétravail organisé. Voilà, on a bricolé, mais on a quand même fait une expérience massive de la digitalisation à domicile et de l'intrication entre l'espace privé et l'espace professionnel. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion?
aujourd'hui. Et donc pour les mois, les années qui viennent. Alors je pense qu'on peut, je vous propose une petite matrice pour exprimer ce que je voudrais vous partager. Aujourd'hui, on peut vivre dans des espaces de travail communs, oui ou non. On peut partager des espaces de travail, et donc réponse, oui, on travaille dans des espaces partagés ou non. Par espace partagé, j'entends, on travaille dans une même organisation, pas nécessairement dans un flex-office, hein. Mais je veux dire, on a le sentiment qu'on va travailler ensemble dans un espace, voilà, ou on n'a pas ce sentiment. Deuxième question, on peut aussi travailler en partageant le même temps. Vous voyez, on travaille dans le même espace, mais on travaille dans le même temps, ou non. On travaille pas dans le même temps. Si je croise ces données, vous allez voir que c'est un peu plus complexe, me semble-t-il, mais plus subtil que simplement l'opposition entre le télétravail et présentiel. C'est vrai que si on travaille dans le même espace et dans le même temps, on est en présence physique. Dans l'exemple de tout à l'heure, dans ma vignette, vous avez vu des personnes qui étaient dans une réunion, participaient à une même réunion, et c'était bien dans le même espace à le même temps. Et donc ça, c'est le fameux travail en physique. Mais dans le même espace, par exemple l'espace de l'entreprise, on peut aussi travailler dans des temps différents. Et même très souvent, on travaille dans des temps différents. Un tel et ce tel dossier est à tel niveau d'avancée, puis un autre sur un autre dossier à tel niveau d'avancée, et je ne sais pas trop ce que les uns et les autres font. Oui, il y a déjà, même si on partage le même espace, du fait qu'il y ait des temps qui ne sont pas communs, il y a des activités, ce que j'appelle les activités étrangères. Et ça, c'est pas lié à la crise sanitaire, c'est pas lié au télétravail. Il y a beaucoup d'activités qui nous sont étrangères les unes aux autres. Et plus l'espace de l'entreprise s'élargit, et plus elles deviennent effectivement très importantes, plus les activités peuvent devenir étrangères les unes aux autres. On est peut-être dans le même espace, on est supposé dans le même espace, hein, tous en physique, tous 8 heures, sauf qu'on n'est pas dans les mêmes temps. Et même si c'est à 8 heures, le temps dans lequel nous sommes, le temps du travail n'est pas le même. Donc voilà, déjà, distinguons ces deux niveaux. Et puis bien sûr, il y a la possibilité de travailler à distance, hein, mais on peut travailler à distance de toute façon, là encore. On peut travailler à distance, mais en présentiel. Par exemple, si je suis en téléconférence, je suis peut-être à distance, je ne partage pas le même espace, mais je partage le même temps. Ou je peux travailler non seulement pas dans le même espace, mais pas non plus dans le même temps. Ça, c'est le travail purement virtuel. Par exemple, si vous regardez cette vidéo, qui est un replay, ben, on n'est pas dans le même temps que celui dans lequel je l'ai enregistré. Et lorsque les participants au direct ont suivi donc le webinaire, on était bien dans le même temps, mais pas dans le même espace. Donc on était ici, alors qu'on est passé dans la catégorie, à présent, virtuelle et travail asynchrone. Et puis, en télétravail, il y a beaucoup de travail asynchrone. Alors, chacun fait une partie des tâches sans être dans le même temps que les autres. Mais vous voyez, si vous regardez la ligne horizontale, que quand on ne partage pas le temps, ce n'est pas que lié au télétravail. C'est aussi lié à la bonne vieille division du travail. Il y a un bon moment déjà qu'on ne partage pas les mêmes temps dans l'entreprise, du fait de la division du travail. Alors bien sûr que le télétravail, le fait que non seulement on n'est pas dans le même espace, mais en plus on peut ne pas être dans le même temps, donc en tout cas on n'est pas dans le même espace, hein, le télétravail accentue encore cette asynchronie, cette possible asynchronie du travail. Mais remarquez qu'il peut aussi permettre d'être en temps commun, même si on est à distance. En clair, c'est plus compliqué que opposer la distance à la présence. Encore une fois, j'aime bien dire que lorsque j'enseigne, par exemple, à mes étudiants en direct, je suis en présentiel. Pas physique, pas dans le même espace, mais j'espère dans le même temps. Et je dis à mes étudiants que lorsqu'ils ne m'écoutent pas, ils sont peut-être dans le même espace, mais ils ne sont pas dans le même temps que moi. Et déjà, en dehors du télétravail, il peut y avoir des désynchronisations entre nous.
Ce qui veut dire qu'en fait, il y a deux questions dans la gestion du travail aujourd'hui. Il y a la question de la spatialisation, parce qu'on peut être dans le même temps, mais pas dans le même espace. Il faut arriver à coordonner tout ça, hein, ceux qui sont en physique et ceux qui sont à distance, mais dans le même temps. Et puis, il y a aussi la question de la synchronisation entre ceux qui sont asynchrones à distance et ceux qui sont asynchrones en présence. Donc, vous voyez, il y a des choses plus larges que simplement savoir combien de temps il faut télétravailler. Parce que finalement, le rôle du management et de l'organisation aujourd'hui, c'est d'arriver à combiner ces espaces et ces temps qui sont multiples. Mais, toujours par rapport à la question qui me semble principale, vous voyez, la question principale, ce n'est pas la question de la digitalisation, qui n'a fait qu'accentuer, hein, elle a fait qu'accentuer une tension espace-temps qui existait déjà. La question principale, c'est comment on crée un collectif de travail dans tout ça. Comment on arrive à recréer un collectif de travail dont on a dit que c'était un élément important. Comment on arrive à le créer compte tenu de ces multiples possibilités de travailler ensemble. Donc je termine sur ce point de cette thèse que je voulais vous... Enfin, en tout cas, ces hypothèses de travail sur lesquelles je suis en train de faire mes recherches et mes observations en entreprise, c'est bien en partant du collectif de travail qu'on peut recréer une sorte de synthèse entre ces... Voilà donc pour ce temps de discussion. Je voudrais vous proposer de conclure en vous présentant ce qui me semble être aujourd'hui 4 sujets importants autour de la question du travail, mais ce que j'appelle les 4 tensions constitutives, qui constituent 4 chantiers sur la gestion du travail. Alors, je parle de tensions constitutives, le point est important. Je vais vous présenter des oppositions de termes. Oui, quand on gère toujours des oppositions. Et ces oppositions, il faut les accepter comme telles. Il y a des choses qui entrent en tension. Et la question du management et de la gestion et du gouvernement et du bon gouvernement, c'est de faire en sorte que ces tensions constitutives ne soient pas problématiques, ne créent pas des effets négatifs. Mais qu'il existe des tensions, c'est normal. Alors, tension entre quoi et quoi? Première tension que je perçois, c'est la tension entre efficacité, la performance, et la convivialité du collectif de travail. Le collectif de travail suppose une convivialité au sens large et noble que Illich donne à ce terme, c'est-à-dire le fait d'être à la main des personnes. Convivialité, c'est pas simplement se taper sur le ventre en riant ensemble. C'est le fait que le travail reste à la main, le plus possible, à la main des acteurs du groupe. Le travail ne même pas écraser les personnes. Donc, efficacité d'un côté, convivialité de l'autre. Alors, ma proposition, ce sont des suggestions pour nos recherches futures et notre travail commun futur. C'est, je crois que pour éviter que les convivialités n'ouvrent à une sorte, vous savez, un élargissement social trop grand et finalement assez injuste, assez déséquilibré à l'affectif, très intrusif dans la vie des personnes, vous voyez, l'amour des autres, etc. Si on veut en rester, enfin, on veut que l'entreprise reste dans son domaine et qu'elle ne soit pas trop invasive sur la vie des collaborateurs, je crois qu'il faut en rester au travail. Les collectifs de travail doivent rester fondés sur le travail. Ce ne sont pas des collectifs, vous voyez, sociaux. L'entreprise n'est pas celui-là. Encore une fois, tout simplement parce c'est trop intrusif sur la vie et la liberté des collaborateurs. Donc, créons, développons, encourageons des collectifs de travail fondés sur le travail. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y ait des espaces de discussion sur le travail et sa qualité, qu'il y ait des règles partagées sur le travail bien fait. On ne parle pas assez du travail bien fait dans les entreprises. Or, le travail bien fait, c'est un vecteur capital pour fonder des collectifs de travail, enfin, pour durcir, pour accompagner, pour fortifier les collectifs de travail. Le travail bien fait. Donc, reprenons le temps de parler des règles de travail bien fait. Deuxième grande tension, la tension entre le résultat, parce qu'il faut bien des résultats objectifs liés au travail, à l'activité des entreprises, et la gratuité qui est nécessaire
au collectif de travail. Le collectif de travail fonctionne, pas parce que je vais puiser dans le collectif parce que j'en ai besoin, mais parce que aussi j'y participe, peut-être que je n'y gagne rien, je participe, voilà, c'est le retour d'ascenseur, j'accompagne une personne, je l'écoute, voilà, et c'est du coup je crée la possibilité un jour moi-même de pouvoir puiser dans ce réseau de sympathie qui naît entre les collaborateurs le jour où j'en aurai moi-même besoin. Mais c'est quand j'y participe, c'est évidemment gratuit. Je ne le fais pas en anticipant la possibilité de moi-même d'y puiser. Je sais que ça va être un confort, mais je ne sais pas comment je vais l'utiliser, et si tant est qu'un jour je l'utilise fortement, ce collectif de travail. Donc, il y aura une tension qui est, encore une fois, constitutive des organisations entre l'exigence de résultats et aussi le fait qu'il y a une part de nos activités, y compris en entreprise, y compris des activités de travail, qui relèvent du gratuit, y compris lorsque le collaborateur accompagne un client plus qu'il ne le faut, etc. Mais il sait, lui, parce qu'il est intelligent, il a l'intelligence de la relation, il sait que cet acte gratuit, qui ne rentre pas dans ses résultats chiffrés, fait partie d'une relation et d'un collectif dans lequel il a inclus le client. Alors, là, je le fais en temps très rapide. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Nous aurons à négocier la transformation des systèmes de gestion, de contrôle, qui sont très financiarisés et très fondés sur le résultat. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il ne faut pas être naïf sur ce point. Donc on aura à le négocier. Donc on a à réfléchir sur la valorisation de la citoyenneté, notamment par rapport à la RSE, puisque la responsabilité sociale d'entreprise s'impose de plus en plus. Il va bien falloir qu'il y ait quelque part des modalités valorisant la citoyenneté des collaborateurs à la RSE, leur participation à la responsabilité sociale. Voilà. Moi, je crois beaucoup à l'importance, à l'attention du travail dans les instances de gouvernance. Les entreprises dans lesquelles le travail n'est pas du tout considérés dans les instances de gouvernance, y compris le conseil d'administration, sont des entreprises qui ont des collectifs de travail faibles. Et puis, d'une manière générale, donc, cette culture du gratuit, il faut qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce qu'elle veut dire, jusqu'où on peut aller, et jusqu'où on peut aller, non seulement sans remettre en cause, évidemment, les résultats, tensions constitutives, mais aussi sans remettre en cause la liberté de chacun. Il ne s'agit pas de créer des espaces totalement artificiels de pseudo-affection extrêmement émotionnelle. Il faut conserver la liberté, le libre arbitre et le quant à soi de chacun. Mais reste que la culture du gratuit, elle est nécessaire à un collectif de travail. Donc on aura à travailler là-dessus. Troisième tension constitutive, il ne peut pas y avoir de collectif de travail si on ne sait pas accueillir la vulnérabilité des collaborateurs. Pourquoi ? Parce que je pourrais plonger, je pourrais utiliser ce collectif, je pourrais m'en servir au sens. Il pourrait faire ressource pour moi, que pour autant que j'ai pu accueillir la vulnérabilité des autres, témoigner de ma vulnérabilité, et notamment lorsque je suis en difficulté, dès lors, je sais que je peux compter sur le collectif parce qu'il accueille la vulnérabilité. Vous voyez, on dit souvent il y a une culture de l'erreur possible, vous voyez, le droit à l'erreur, le fameux droit à l'erreur. Certes, droit à l'erreur, mais le droit à l'erreur, il ne marche que lorsqu'il y a une culture de la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on accepte que les personnes, non seulement peuvent se tromper, c'est ce qui est le moins des choses, mais sont aussi vulnérables, peuvent être affaiblies, peuvent être en difficulté technique. Voilà. Il faut accepter plus que le droit à l'erreur momentanée. Et tout ça, évidemment, tout en maintenant, c'est l'attention, l'objectivité des relations. Reste que nous sommes ensemble pour travailler et pour réaliser des objectifs. Donc il ne s'agit pas d'accueillir la vulnérabilité comme peut l'accueillir un centre de soins ou, vous voyez, encore une fois, tout simplement parce que chacun sa place et que si l'entreprise s'humanise, comme on peut imaginer de le faire si les collectifs de travail sont assez forts, elle n'a pas non plus vocation à absorber toutes les situations d'humanisation parce que ça serait injuste, je dirais, y compris pour la liberté des collaborateurs. On en demanderait trop et ça serait absorber le collaborateur dans un monde totalitaire qui ne serait pas juste. Donc voilà, accueil de la vulnérabilité, certes, mais tout en gardant une certaine objectivité nécessaire des relations de travail. Donc, et là aussi, donc, je l'écris, pas de solidarité collective sans savoir accueillir la vulnérabilité. Réfléchissons sur ce que signifie le leader sans faille, le leader ultra compétent, jamais fatigué, toujours plein d'énergie, et en quoi il détruit les collectifs de travail.
il crée de l'énergie, il crée sûrement de la collaboration, mais il détruit le collectif, parce que le collectif a besoin de voir aussi des personnes qui sont peut-être pas comme lui, et qui sont comme il le sera un jour, c'est-à-dire fatigués, vulnérables et en difficulté. Donc, réfléchissons sur les limites du leader sans faille, et de manière générale, réfléchissons sur le lien entre la vulnérabilité et la façon de travailler. Il y aurait des choses, je pense, il y a tout un thème sur la vulnérabilité dans l'entreprise. Et enfin, j'ai parlé tout à l'heure des resynchronisations nécessaires dans l'entreprise, hein, vous vous souvenez, resynchronisation dans l'espace à distance et en présence. Il y a plein de resynchronisations du travail à faire, c'est un gros sujet. Et ces resynchronisations sont en tension constitutive avec l'autonomie, parce que l'autonomie suppose de travailler à son rythme, donc éventuellement de manière asynchrone et désynchronisée. Donc il y aura une tension. Encore une fois, on accepte ces tensions. Voilà. Il ne s'agit pas d'éliminer une ou l'autre. Et là, j'ai noté qu'il y a déjà des outils qui ont été développés, y compris des outils digitaux intéressants, pour essayer de resynchroniser. Moi, je pense qu'il faut faire l'état des lieux pour voir ce qui ne marche pas, ce qui était un petit peu du domaine on peut dire, de la mode, et ce qui est vraiment efficace. Peut-être créer de nouveaux usages autour de cette nécessité de resynchronisation, peut-être en utilisant des plateformes, peut-être en utilisant autre chose. Voilà, on a un sujet. On voyait 4 sujets. Efficacité et convivialité, comment articuler les deux. Gratuité, résultat et gratuité. Accueil de vulnérabilité, mais objectivité des relations humaines, des relations de travail. Et enfin, autonomie du travail, mais nécessité de le resynchroniser. Voilà ce que je crois être les 4 grandes tensions constitutives aujourd'hui dans le domaine des ressources humaines, si on veut, mais de manière plus générale, des organisations, du management et de la gestion du travail dans les organisations. Voilà ce que je voulais vous partager. Et si vous voulez bien, on peut continuer à le faire sur le groupe de LinkedIn qui a été constitué, donc qui s'appelle le travail post-Covid, échange d'idées et d'expériences. Et c'est vraiment pour échanger des idées et des expériences. Hein. Il n'y a rien d'autre, pas d'autre intention que ça. Et donc, en échangeant des idées et des expériences, arriver à créer un collectif de travail autour de cette question, parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit, au final. Ce que nous voulons faire, c'est créer un collectif de travail autour de ce sujet du collectif de travail. Et donc, mais en le faisant, vous voyez, en nous accueillant, comme nous sommes, avec nos expériences, pas notre savoir nécessairement, mais nos expériences, nos doutes, voilà. Ce groupe a été lancé donc le 24 novembre à l'issue du direct. Il y a déjà presque 200 personnes inscrites, avec des questions que je trouve déjà très intéressantes, précisément sur les doutes, sur les questionnements autour du collectif de travail. Donc je vous invite à nous rejoindre, et dans quelques jours, on lancera des activités permettant donc de produire ensemble. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours me rejoindre sur une de ces innombrables possibilités d'entrer en relation de manière synchronisée ou pas. Voilà, donc que ce soit le mail, que ce soit le blog, ou que ce soit les différentes les plateformes et réseaux. Voilà. Merci pour avoir suivi ce replay, et j'espère donc vous retrouver maintenant très vite sur notre plateforme LinkedIn. À bientôt, j'espère.